Aujourd'hui, je vous propose une analyse de la mini-série britannique Adolescence, à travers l'un des phénomènes les plus invisibles, mais aussi un des plus préoccupants de notre époque, l'attachement par les pairs, une théorie développée par Dr. Gordon Neufeld. Je suis Elisabeth Dufresne et je te souhaite bienvenue chez les émergents. Bon printemps à tous et toutes! Aujourd'hui, j'arrive un peu déstabilisée parce que je vais embarquer dans un épisode qui était totalement imprévu. Mais malgré ça, mon intuition me criait très très fort de le faire, là, cet épisode-là. Puis, donc, j'essaie un peu d'incarner, si on veut, mes valeurs. Et je vais donc suivre cet élan de jeu, cet élan intérieur qui m'habite depuis mon passage, en fait, sur le podcast de Vanessa Pilon, L'école de la vie, qui a fait beaucoup jaser, mine de rien. Merci d'ailleurs pour tous vos retours absolument phénoménaux. Pour vrai, je ne m'attendais pas à ça. Je savais que c'était un balado qui avait une grande portée, mais l'humanité des messages que j'ai reçus m'ont vraiment renversée. Puis ça m'a donné tellement de motivation à continuer mon chemin. Donc, si jamais vous avez découvert grâce à cet épisode-là mon univers, bienvenue. Et donc, quand j'ai rencontré Vanessa, on s'est parlé ensemble du phénomène de l'orientation par les pairs. J'en parle beaucoup, mais ça a vraiment réactivé l'importance pour moi de parler davantage de ce sujet-là. Et plusieurs d'entre vous m'avaient écrit, suivant l'écoute de cet épisode-là, au sujet de cette fameuse mini-série britannique Adolescence de Philip Brandini, qui fait tant jaser dans les dernières semaines. Habituellement, j'évite les séries parce que, soyons honnêtes, c'est un espèce de gouffre temporel, cette histoire-là. Mais cette fois-ci, j'ai cédé parce que ça me semblait extrêmement aligné avec mes sujets d'intérêt. Puis vraiment, là, wow! J'ai vraiment été scotchée du début à la fin. Je l'ai écouté 2 fois. Une première fois sans attente, puis une deuxième fois vraiment là avec mon œil et mon radar d'analyse et de passionné du développement de l'enfant. Puis ça m'habite encore. Je suis vraiment sous le choc de ce que j'ai vu. Je me sens vraiment habitée par cette histoire-là. Et j'imagine que si vous l'avez vu aussi, c'est probablement votre cas. Pourquoi? Parce que Adolescence, pour moi, illustre d'une manière aussi puissante qu'inquiétante, j'ai envie de dire, justement, cette fameuse théorie de Gordon Neufeld sur l'orientation par les pairs. Cette théorie-là explique que les êtres humains, puis particulièrement les enfants puis les adolescents, sont biologiquement programmés pour rechercher un attachement fort avec leur figure de référence. Idéalement, ces figures-là sont les parents et les adultes bienveillants qui les entourent. Mais quand un adolescent ressent une insécurité dans son lien d'attachement avec ses parents, soit parce que le lien est plutôt faible, soit parce que la culture encourage une séparation de plus en plus précoce, il va instinctivement chercher à combler ce vide d'attachement-là ailleurs. Et c'est là que le groupe de pairs, PAIRS, entre en jeu. J'ai fait un épisode sur la question. C'est l'épisode numéro 3, si je ne m'abuse. Donc, je parle du livre de Gordon Neufeld, Retrouver son rôle de parent. Et donc, il faut comprendre que les conséquences de ce phénomène-là sont bien réelles et peuvent vraiment être très graves, comme on peut le constater dans la mini-série. Donc, bien entendu, je vais plonger en profondeur dans cette analyse-là et il y aura donc bon nombre de spoilers. Si tu n'as pas encore regardé la série, pour de vrai, appuie sur pause puis va l'écouter. C'est vraiment écœurant, c'est vraiment bon. Moi, j'ai adoré. Mais tu sais, si jamais tu es un peu comme moi puis tu es sensible puis tu n'aimes pas écouter ce genre de série-là ou tu n'aimes pas écouter des séries de cours, reste
Reste pas d'inquiétude, je pense vraiment être capable de mettre en contexte pour que tu puisses me suivre là, la plupart du temps sans problème. Je suis bien excitée aussi parce que quand j'étais au cégep, j'ai étudié en arts et lettres, profil cinéma, théâtre, puis j'étais responsable d'un ciné-club au cégep. Puis je m'amusais donc vraiment à animer des discussions sur différentes analyses filmiques et je me sens vraiment en joie ce matin de retrouver un peu cette ancienne Elisabeth-là. Alors voilà, êtes-vous prêts à jouer avec moi? Parce que c'est parti. La série Adolescence se développe sur 4 épisodes distincts, puis on va passer à travers chaque épisode, quoiqu'on va passer assez rapidement à travers le premier. Les premières minutes de la série semblent assez banales. L'épisode 1 commence alors qu'on se retrouve avec 2 policiers, Luc et Misha, bien relax dans leur voiture. OK, je ne vais pas faire un petit accent anglo pour dire leur nom. Là. Je ne dirais pas Luke et Misha. Je vais vraiment dire Luc et Misha. OK? Merci pour votre compréhension. Alors, les 2 semblent en pause et là, Luc reçoit un appel. C'est son fils, Adam, qui veut absolument pas aller à l'école parce qu'il a mal au ventre. Puis là, son père, le sergent, il rit un peu de ça avec sa collègue parce qu'il sait que c'est la technique préférée de son fils pour éviter d'aller à l'école. Déjà là, la table était mise. Son fils montre des signes d'anxiété à l'idée d'aller à l'école que son parent, en fait, n'est pas en mesure de décoder, puis qui banalise un peu finalement. En fait, tout le monde trouve ça un peu normal que les jeunes ados n'aient pas envie d'aller à l'école. C'est littéralement un vrai classique. Puis d'ailleurs, pour réussir son petit stratagème, Adam, il doit appeler son père vraiment très tôt le matin. Il est 6 heures AM parce que son père, il est déjà parti au travail. Ça nous parle, ça aussi, d'une réalité vraiment importante aujourd'hui. Les parents travaillent de plus en plus pour survivre à une réalité économique de moins en moins viable. Et on a donc beaucoup moins de temps auprès de nos enfants. Et cette absence-là a pourtant aussi un coût qui peut être très élevé, comme on va le voir au courant de la série. Donc, les 2 policiers reçoivent finalement un second appel, mais cette fois-ci, là, c'est du sérieux. C'est le go pour le début d'une intervention policière d'envergure. Il y a une escouade tout entière qui va débarquer en force en défonçant la porte d'une maison absolument ordinaire, d'une famille absolument ordinaire. Et c'est de là tout l'intérêt de la série. C'est la maison des Miller. Donc, après avoir terrorisé absolument toute la famille, là, il y a un des policiers qui va entrer dans la chambre de Jamie, un ado de 13 ans qui a l'air honnêtement d'en avoir 10. Puis, coup de massue, le policier va lui annoncer qu'il est en état d'arrestation pour meurtre. Puis nous, là, on réagit comme ses parents. On se dit que ça se peut juste pas. Là. C'est clairement une erreur. Il est bien trop jeune. Quand on voit que le jeune garçon s'est fait pipi dessus, ça vient tellement nous chercher encore plus. Là. Puis sa chambre est remplie de plein d'objets absolument enfantins qui viennent vraiment intensifier ce malaise-là qu'on ressent. Il y a vraiment un énorme clash entre ce qu'on l'accuse d'avoir fait puis son univers d'enfant. C'est juste insupportable à regarder. Assez rapidement, on va comprendre que Jamie est accusé d'avoir assassiné au couteau sa collègue de classe Katie. D'ailleurs, la série a été développée en réponse à un phénomène réel en Angleterre, la hausse des meurtres par couteau de certains adolescents envers des adolescentes. Donc, on ne peut pas simplement banaliser ce phénomène-là en disant que c'est juste une série et que c'est impossible. C'est une problématique qui est absolument réelle. Jamie va donc être interrogé au poste de police tout au long du premier épisode et il va tout nier en bloc. Pourtant, il y a une preuve qui est absolument accablante. Il y a une vidéo de surveillance qu'il a littéralement filmée en plein crime puis qui va lui être présentée alors qu'il est en plein interrogatoire avec son père. Et donc, dès le départ, on comprend que la série ne va pas tourner autour de la question « Est-ce que Jamie a vraiment commis ce meurtre-là ou pas? » La vraie question, c'est plutôt « Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à commettre un acte aussi
violent. L'épisode 2 va nous plonger dans l'univers des écoles secondaires. Les deux sergents responsables de l'affaire de Jamie, Luc et Misha, doivent aller interroger ses collègues de classe pour réussir à comprendre les raisons qui ont poussé Jamie à un tel acte de violence et pour retrouver l'arme du crime. Puis là, rapidement, on a l'impression d'être dans un vrai zoo. Il y a du bruit partout, on entend des jeunes répondre aux adultes, les insulter. On voit que les adultes ne se surprennent plus du tout de ces manques de respect-là. Les adultes aussi, d'ailleurs, doivent crier sur les enfants pour tenter de garder le contrôle. Mais l'ambiance nous donne vraiment l'impression que ce sont les jeunes qui ont le dessus. Ce sont les jeunes qui ont pris le pôle alpha, pour faire référence à mon épisode sur la hiérarchie familiale. D'ailleurs, même les policiers vont réaliser que tous les jeunes sont déjà au courant du meurtre de Cathy, de la responsabilité de Jamie, mais aussi de plusieurs autres détails vraiment importants dans cette affaire-là qui pensaient être absolument confidentiels. Ça nous laisse vraiment entrevoir l'efficacité, j'ai envie de dire, d'un réseau presque que souterrain, là, à travers lequel bon nombre d'informations peut circuler à une vitesse absolument folle sans que les adultes soient au courant. Dans cet univers d'ados-là, même la police, qui représente un peu l'autorité suprême dans l'inconscient collectif, semble complètement dépassée. C'est une image forte qui nous aide à comprendre toute la force puis la puissance de ces instincts-là d'attachement qui ont mené à développer ce réseau-là. En entrant dans la classe de Jamie, on réalise que le prof, il n'est même pas là. Luc, le sergent, va en avant de la classe pour annoncer le décès de Cathy, mais tout le monde est déjà au courant. Puis la plupart des enfants ont même un sourire au visage ou font même des blagues sur la situation. Déjà, je trouve ça super intéressant parce qu'on comprend à quel point la vulnérabilité, elle n'a pas sa place dans cette jungle-là. L'ironie, l'humour vont devenir des masques qui sont absolument inévitables pour survivre dans cet environnement-là qui est hostile. Puis après quelques minutes, M. Malik, le prof d'histoire, va entrer dans la classe. Les jeunes semblent vraiment l'apprécier, le protéger même, mais comme un père, P-A-I-R, plutôt que comme une autorité. Le prof semble davantage faire partie des enfants que des adultes. On dirait que lui-même est le produit, j'ai envie de dire, de cette culture-là par les pères. Il porte un veston, cravate, là, un peu froissé, puis il semble complètement lendemain de veille. Puis quand le policier va annoncer leur départ, M. Malik va simplement repartir le film qu'il était en train d'écouter. Puis on comprend que c'est aussi un peu la caricature du prof remplaçant qui n'est pas vraiment qualifié pour enseigner, puis qui cherche surtout à être accepté par les jeunes puis à faire une job relax. Quand le policier l'approche pour avoir des renseignements sur Jamie, M. Malik ne sait absolument pas quoi dire, puis il fait comprendre au policier que Jamie, il ne connaît pas. Donc, en réalité, on comprend qu'il n'a pas du tout développé de lien avec Jamie. Alors que l'histoire, c'était la matière préférée de Jamie. Donc, M. Malik aurait pu devenir une personne très importante dans sa vie, un mentor qui aurait pu le protéger, mais malheureusement, en raison de son immaturité, ça n'a pas été le cas. M. Malik il a vraiment une attitude d'ado immature, puis il ne souhaite même pas collaborer avec les policiers en charge de régler cette affaire-là. Il va même terminer l'interaction qu'ils ont ensemble en disant de toute façon, les jeunes sont absolument insupportables. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est certain que ça soulève la question de savoir à qui les jeunes sont confiés dans les écoles, du niveau de maturité de ces adultes-là. Puis là, finalement, le sergent va se rendre dans la classe de son fils, Adam, pour aller chercher de l'information et on réalise qu'un des jeunes se met à l'intimider puis à l'insulter devant toute la classe. Puis tout à coup, on comprend pourquoi Adam n'a pas envie de venir à l'école le matin. Pourquoi il dit toujours à son père qu'il a mal au ventre. Il se fait littéralement intimider. Puis d'ailleurs, on voit une scène là, où il se fait même taxer à la cafétéria.
Et juste au moment où le sergent veut enfin s'adresser à la classe, l'alarme d'incendie part, puis ça donne encore plus l'impression de ce chaos-là dans l'école. Mais selon mon analyse, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que pour moi, ça représente aussi tous les petits systèmes d'alarme internes des enfants, puis même des adultes, là, tous les petits systèmes nerveux qui sont constamment activés dans un milieu aussi dangereux d'un point de vue affectif. Et là, tous les jeunes se retrouvent dans la cour à cause de l'alarme. Et là, Jade, la meilleure amie de Cathy, qui a été assassinée, est évidemment dévastée par la mort de son amie. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour gérer toute cette animosité et ces émotions qui l'habitent? Bien, elle va aller attaquer violemment Ryan, qui est le meilleur ami de Jamie. Et petit clin d'œil ici, donc, à la montée de la violence dans les écoles. Comme je le disais juste avant, la vulnérabilité, elle n'a pas sa place dans un environnement aussi hostile. Toutes ces émotions accumulées-là, ils doivent sortir, mais les jeunes vont donc trouver des stratégies pour les faire sortir de manière non vulnérable. Et c'est là que l'agressivité va vraiment entrer en jeu. Et comme les jeunes n'ont plus cet espace de vivre leurs émotions en toute sécurité, ils se coupent de ces émotions-là et malheureusement, ça a aussi un impact sur le développement de leur cerveau et donc sur leur maturité. Et ils ont donc beaucoup moins de tempérance pour venir contrôler ces moments d'impulsivité-là. Puis bien entendu, ça devient aussi une culture entre pairs de réagir avec agressivité, avec violence devant l'adversité. Ça devient une façon acceptable de régler ces problèmes dans cette sous-culture-là. Les adultes responsables amènent donc Ryan, le meilleur ami de Jamie, à l'intérieur pour qu'il puisse être soigné. Et pendant ce temps-là, le sergent va aller l'interroger, puis rapidement, à travers la conversation, on va comprendre ce qui préoccupe cette gang de jeunes garçons-là. C'est la popularité et les filles. OK, 2 choses importantes à ce sujet-là. D'abord, la popularité. Donc, si on se fie à l'analyse de Neufeld, la popularité, c'est avant tout un phénomène d'attachement. Être populaire, ça signifie être cherché par les autres, ce qui va vraiment donner un sentiment de sécurité affective. Plus on est recherché, plus on se sent important, on se sent validé, on sent qu'on est voulu, Mais cette quête d'attachement-là est en réponse à un lien qui est insatisfaisant avec les parents. Donc, la peur du rejet aussi devient vraiment un moteur extrêmement puissant parce que perdre sa place dans la dynamique de groupe va vraiment menacer la base de la sécurité de l'enfant. Donc, le désir de popularité, c'est le symptôme d'un besoin d'attachement qui a été déplacé. Plus un ado cherche désespérément à être reconnu par ses pairs, plus il y a de chances que son besoin fondamental de connexion avec les adultes autour de lui soit insatisfait. Puis ensuite, il y a toute la question des filles qui est soulignée, donc la question de la sexualité. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la sexualité chez les ados peut devenir une stratégie d'attachement qu'on va dire non vulnérable. Quand un ado il est trop orienté vers ses amis, il va vraiment rechercher des formes d'attachement plus immédiates au lieu de bâtir tranquillement des relations sur une base affective qui serait vraiment profonde. Parce qu'une relation plus profonde, ça implique de la vulnérabilité. Ça implique une forme de dépendance émotionnelle. Et c'est très vulnérable se sentir dépendant. C'est comme un moyen qu'on a de se rapprocher, donc la sexualité, mais sans s'exposer entièrement. La sexualité peut aussi être utilisée pour gagner justement un statut social, pour plaire ou pour assurer son inclusion dans un groupe. Ça donne un sentiment d'appartenance, mais qui est temporaire, sans risquer de grandes douleurs ou d'un rejet qui est plutôt affectif, qui lui serait beaucoup plus profond. Donc, la sexualité devient presque comme une transaction sociale, j'ai envie de dire, plutôt qu'une extension d'un lien affectif qui serait profond.
Et donc, comme ces relations-là sont souvent plus superficielles, elles ne nourrissent pas réellement ce besoin d'attachement-là, ce qui va pousser à une répétition du schéma, puis à aller chercher toujours plus de partenaires sexuels parce que le besoin n'est pas tout à fait assouvi. C'est comme si on a l'impression que le besoin il est comblé, mais pas tout à fait. Puis ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'addiction. Et plusieurs ados, il ne faut pas le cacher, se sentent obligés aussi d'adopter des comportements sexuels, pas par désir personnel, mais pour maintenir un statut dans leur groupe. Puis je suis certaine que si vous écoutez ça, même si aujourd'hui vous êtes parent, probablement que dans votre propre adolescence, vous avez ressenti cette pression-là. Et donc, le sergent poursuit sa conversation avec Ryan et il va le questionner à savoir ce qu'ils ont fait le jour J avec Jamie avant l'assassinat. Puis là, Ryan, il va répondre « Ben rien, là, on faisait juste traîner. Hein, on faisait juste chiller. » Neufeld va parler de ça. Comment certains jeunes passent leur temps ensemble sans être réellement connectés. Souvent, ils font pas grand-chose. Ils sont juste dans la même pièce, un à côté de l'autre, mais ils sont absolument pas dans une relation de connexion. Donc, c'est encore une fois un attachement qui est plutôt superficiel. Hein? Ces interactions-là sont basées plus sur l'évitement de la solitude plutôt que sur de véritables connexions profondes. Puis là, le sergent, il essaie d'aller un peu plus loin. Il demande, mais là, Jamie, est-ce qu'il t'avait parlé de ses émotions, de ce qu'il vivait? Ryan, il répond, non. Tu sais, du genre, on parle pas de ça, nous, les émotions. Encore une fois, bien, malgré le fait que ce soit la personne avec laquelle il passait tout son temps, il n'y avait aucun lien émotionnel ensemble. Et donc, si Jamie ne pouvait pas se confier ni à ses amis, ni à ses parents parce qu'il avait pris une certaine distance avec ses parents à travers les années, bien, à qui il pouvait se confier? Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander justement si ce n'est pas en partie cette solitude-là qui a contribué à le mener à faire ce qu'il a fait? Et la caméra va se déplacer pour aller retrouver donc Jade, la meilleure amie de Cathy là, qui a attaqué Ryan dans la cour. Puis là, une éducatrice va lui demander de s'ouvrir à elle. Et Jade va finalement réussir à s'ouvrir, à pleurer. Puis elle va expliquer à cet adulte-là qu'elle a maintenant plus personne dans sa vie, d'où toute sa détresse. Maintenant que Cathy est morte, on comprend que, en fait, Jade se retrouve seule parce que Cathy, c'était sa seule figure d'attachement. Et c'est ça le grand drame. L'attachement au père va rendre les jeunes tellement plus vulnérables parce que justement, maintenant, ce sont leurs amis, leurs piliers. Donc, si cet ami-là part, c'est aussi dramatique que si ses propres parents étaient morts. Parce que c'était elle, sa figure d'attachement principale. Sans elle, Jade, elle est complètement perdue, complètement désorientée. Alors, comment elle va faire pour traverser sainement, en étant en contact avec ses émotions, ce deuil-là? Alors oui, le trauma, il est immense. Et là, moment super important dans la série, revirement de situation. Adam demande à rencontrer son père, le sergent Luc, en charge de l'enquête. Et c'est vraiment un point tournant dans la trame narrative parce que c'est Adam qui va permettre à son père de résoudre enfin son crime. Au départ, le sergent avait interprété les emojis laissés par Cathy sous les photos Instagram de Jamie comme un geste d'amitié. Faut le comprendre, c'était des emojis absolument inoffensifs, comme des haricots, des cercles de couleurs. Mais là, Adam, il va faire comprendre à son père qu'en réalité, c'est une langue, cette affaire-là. C'est une langue codée que les jeunes utilisent en ligne puis qui passe donc absolument inaperçue pour les adultes. Donc, ce qui semblait à la base être des emojis inoffensifs était le signe d'une dynamique beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus préoccupante. Le phénomène d'orientation par les pairs crée
des sous-cultures à travers laquelle les jeunes vont même parfois développer une langue, une façon de communiquer entre eux qui leur est propre et qui est absolument incompris, inconnu pour leurs parents. Et ça, c'est très dangereux parce que ça laisse les parents absolument impuissants. Donc finalement, le sergent réalise que non seulement Cathy n'était pas amie avec Jamie, mais qu'elle l'intimidait avec des emojis, le traitant d'incel, les célibataires hommes non désirés, qui est un concept développé par Andrew Tate. Bon, avant d'aller plus loin, il faut comprendre qui est Andrew Tate. C'est une figure absolument controversée, principalement connue pour ses prises de position misogynes sur les réseaux sociaux. C'est surtout pour ses opinions polémiques puis ses commentaires sur des sujets comme les relations hommes-femmes, la masculinité puis la richesse qui est devenue célèbre sur Internet. Tate a suscité des débats sur l'impact des influenceurs et des figures publiques sur les jeunes, notamment en ce qui concerne les modèles de masculinité et les relations entre les hommes et les femmes. Et là, on en vient au cœur de ce qu'on doit retenir aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les pères qui remplacent les parents, ce sont aussi ces différents influenceurs-là. Si vous ne gardez pas une place centrale dans la vie de vos enfants, ce sont des personnalités comme Andrew Tate qui risquent de le faire à votre place. Des adultes ou des jeunes complètement immatures qui influencent directement les valeurs de vos enfants et qui les orientent dans la vie à votre place. Selon Andrew Tate, donc 80% des femmes s'intéresseraient à 20% des hommes. Et donc, pour cette raison-là, il faudrait absolument piéger les femmes pour en avoir une, parce que sinon, on ne peut pas en obtenir une normalement. C'est ça que Adam va expliquer en toute banalité à son père. C'est ce genre de conseil-là que Tate va donner à des milliers de jeunes hommes à travers le monde à l'insu de leurs parents. Mais le vrai drame, là, c'est que même lorsque les parents en sont conscients, là, ils n'ont plus nécessairement le pouvoir parental d'agir en raison de ce qu'on va appeler la polarisation de l'attachement. OK, plus un cerveau est immature, moins il peut conserver plusieurs figures d'attachement en même temps. Et donc, ces figures d'attachement-là, qui proviennent du net, là, peuvent devenir littéralement des compétitions à l'attachement des parents. Et donc, les jeunes doivent repousser leurs parents, leur protection, leur bouclier, pour s'attacher à leurs amis et à ces influenceurs-là. Et donc, parce que le père de Adam, le sergent Luke, n'avait pas les codes de cette nouvelle sous-culture-là, il ne pouvait pas être alpha et protéger son fils et ses amis de cette réalité-là qui lui échappait complètement. Les parents d'aujourd'hui ont vraiment du mal à garder leur posture alpha parce qu'ils ignorent tout de ces nouveaux codes culturels-là à travers lesquels les jeunes se déploient. Ce sont les jeunes qui sont beaucoup plus en contrôle que les adultes dans ce monde-là et les adultes se retrouvent complètement donc impuissants face à un monde qu'ils ne comprennent plus. Ça montre encore vraiment, une fois, l'ampleur du phénomène puis à quel point le contexte naturel humain est complètement déréglé. Puis la raison pour laquelle son fils va l'aider, son père, là, est vraiment importante. C'est pas nécessairement parce qu'il l'aime. Il va lui dire clairement que s'il a décidé de l'aider, c'est parce qu'il a honte. Il a honte que son père se plante comme ça devant ses collègues de classe. Il veut surtout pas avoir l'air encore plus ridicule devant ses collègues de classe parce que c'est eux qui comptent vraiment. Maintenant, c'est ses pairs qui peuvent combler son vide d'attachement au quotidien étant donné qu'il passe plus beaucoup de temps avec son père. D'ailleurs, ce qui est super important de remarquer, c'est que dans la conversation entre le sergent et son fils, on sent vraiment un décalage, une déconnexion. On sent que ce sont un peu comme des étrangers. Il y a vraiment un malaise qui est là.
Le fils va éviter le regard de son père, puis à un moment donné, le sergent va l'appeler « mon fils », puis Adam va répondre « appelle-moi pas mon fils ». Hein? Ça, c'est vraiment un red flag que le lien d'attachement y est détérioré, puis que la polarisation de l'attachement, justement, est en cours. Et là, ce qui est beau, c'est qu'on voit que le père commence à ouvrir les yeux, puis qu'il se questionne à savoir, est-ce que mon propre fils ne serait pas lui aussi affecté par tout cet univers Instagram-là? Adam va essayer de le rassurer, mais on ne sait vraiment pas, en fait, si on peut se fier sur ce qu'il dit. Après cette conversation-là, le sergent va rejoindre sa collègue, puis ils ont une discussion vraiment importante sur leur constat, hein, après avoir passé 1 heure dans une école secondaire. Le sergent va dire « Penses-tu vraiment qu'on peut apprendre quelque chose dans cet endroit-là? C'est un foutu enclos pour ados. Ils écoutent des vidéos toute la journée dans leur classe, les enseignants entrent puis ils sortent quand ça leur chante, puis en plus de ça pue. » Puis là, j'ai trouvé ça pertinent parce que sa collègue Misha, elle va répondre « Tu sais, il y a des bons élèves aussi puis des bons enseignants dans ces écoles-là. » Elle dit « C'est le même genre d'école dans lequel je suis allée quand j'étais jeune. » Puis là, Luc, il va lui demander « Mais comment t'as fait pour survivre à ça? » Puis Misha va répondre « C'est ma prof, Madame Benton. C'était vraiment une bonne prof. C'était une vraie classe. » C'était sa prof d'art et photographie, puis on comprend qu'elle a vraiment enseigné avec passion, puis qu'elle avait l'air d'avoir vraiment un beau lien avec elle. Donc, on comprend que c'est l'attachement à un adulte mature qui lui a permis de survivre et de traverser cette période-là. En parlant avec elle des révélations que son fils vient de lui faire sur ce fameux langage codé des ados, le sergent va lui confier que ça faisait vraiment longtemps qu'il n'avait pas parlé comme ça avec son fils. Puis on comprend à quel point c'est normalisé d'avoir une certaine distance avec ses ados. Puis j'ai vraiment trouvé ça touchant parce qu'à la fin de l'épisode, qu'est-ce que le père va faire? Il va faire un pas pour retrouver son rôle de parent. Il va dire « Adam, écoute, moi j'ai du temps ce midi. Je veux qu'on aille manger ensemble au resto. » Puis là, Adam va répondre, t'as pas ton enquête à faire, là. Il dit, non, moi, je veux passer du temps avec toi parce que je t'aime. Puis là, sous nos yeux, on le voit remettre son fils au centre de sa vie. Puis on se dit, ouais, il a vraiment échappé belle parce que Adam aussi, donc, se faisait intimider comme Jamie. Parce que oui, plus tard, dans la série, on va comprendre que Jamie était intimidé. Donc, il aurait littéralement pu finir comme Jamie, mais son père l'a vu juste à temps, puis a remédié à la situation. Puis quelques instants là, avant que l'épisode se termine, avant cette scène-là avec le sergent et son fils, il va aller confronter Ryan, le meilleur ami de Jamie, pour une dernière fois, puis il va finalement s'ouvrir, puis il va confesser que c'est lui qui a donné un couteau à Jamie parce qu'il voulait que tout redeviennent comme avant. On comprend encore une fois un aspect majeur du phénomène de l'orientation par les pairs. Quand notre figure d'attachement, c'est un garçon de 13 ans qui est immature comme Ryan, il y a des chances pour que quand on essaie de trouver conseil dans la vie, on soit orienté vers des solutions absolument immatures qui risquent de nous mettre dans le pétrin. Un pétrin qui peut aller jusqu'à briser notre propre vie et la vie des gens autour de nous à jamais. OK, êtes-vous encore là? On n'a pas fini. OK, on plonge dans l'épisode 3. Le 3e épisode, là, je pense que c'est probablement mon préféré. C'est vraiment un tour de force. On assiste à la dernière rencontre entre Jamie et la psychologue indépendante qui est chargée de dresser son portrait psychologique en vue de son procès 7 mois après son arrestation. La psychologue, c'est vraiment un bel exemple de l'alpha bienveillant. Elle est calme, confiante, empathique, puis malgré les tempêtes émotionnelles de Jamie, elle va garder son sang-froid tout au long de la rencontre. Elle réussit à créer un lien dans un contexte extrêmement difficile
tout en étant parfaitement en mesure de tenir un cadre et de mettre des limites. Dès qu'elle va entrer dans la pièce, on sent tout de suite qu'ils sont vraiment contents de se voir. Il y a définitivement une certaine complicité entre les deux. Jamie va lui sourire, il va la regarder dans les yeux, puis elle va lui tendre un chocolat chaud avec des guimauves. Puis là, Jamie va dire « Ah, t'as pas oublié ». On comprend que c'est vraiment un petit rituel d'attachement entre eux. Hein? Donc, on voit ici qu'il y a une attention qui est vraiment individualisée par rapport à Jamie, ce qui est super important, qu'elle se préoccupe de ce qu'il aime et qu'elle va s'en servir pour cultiver le lien. Puis, bien, on va se le dire, hein, il y a quelque chose d'absolument réconfortant dans un chocolat chaud. C'est une petite douceur qui évoque la chaleur maternelle, qui fait justement écho aussi à l'enfant que Jamie est. D'ailleurs, juste après ça, elle va lui tendre la moitié de son sandwich. Puis là, Jamie va lui demander « Est-ce que vous l'avez fait maison? Parce que ma mère aussi, elle est fait maison. » On comprend qu'il y a vraiment un petit clin d'œil ici, une dynamique en tout cas de nature maternelle qui s'est probablement installée entre les deux. Et fait intéressant, on ne voit jamais Jamie interagir avec sa mère directement tout au long de la série. Ça renforce vraiment l'impression d'une relation qui était plus distante, voire peut-être inexistante dans les dernières années. La psy amène finalement Jamie sur le terrain de sa relation avec les hommes et avec la masculinité. Jamie devient super protecteur de son père. Il va insister sur le fait que son père il est bienveillant, puis en fait que c'est vraiment un bon gars, mais qu'il lui arrivait quand même quelquefois là, de péter un peu les plombs. Puis il ajoute que il pétait les plombs comme tout le monde. Fait qu'on voit qu'il minimise beaucoup les gestes d'agressivité de son père, mais il va préciser que son père a quand même déjà démoli une armoire. Hein? Puis lui, justement, ça le fait bien rire. Il va parler un peu de sa relation avec son père, du fait qu'ils ne sont pas très câlins, mais qu'il l'aime vraiment beaucoup parce que, selon lui, son père, c'est quelqu'un de gentil qui ne juge pas. Par contre, Jamie va mentionner que son père travaillait beaucoup. Ça, on s'en doute. Il va venir à évoquer un souvenir assez douloureux. Donc, il va se confier sur le fait qu'il était assez nul dans les sports, Jamie, et que chaque fois qu'il ratait quelque chose lors de ces sorties sportives-là, il cherchait le regard de son père, mais que son père se détournait souvent les yeux, comme s'il avait honte de son fils. Et là, tellement intéressant, parce que sa psy va lui demander « Puis ça te fait quoi que ton père ait honte de toi? » Et là, ça fait vraiment réagir Jamie. Puis là, il va répondre à la psy « Ben là, c'est quoi ça? T'es supposé me dire non, ton père, il a pas honte de toi, c'est juste une impression, puis qu'il il aurait jamais honte de toi parce que t'es son fils. » On comprend donc que probablement que les adultes de son entourage l'ont accompagné de cette façon-là dans ses émotions inconfortables, en les niant, en les camouflant, en mettant du beurrage de positivité, plutôt que de l'aider à traverser la douleur de ce que ça lui fait vivre. Il a fort probablement souvent été détourné de ce qu'il ressentait vraiment face à ce qu'il percevait réellement. Exactement le genre de réaction qui peut mener à de la répression émotionnelle. Et puis là, ça escalade, il se lève, il se met à crier, il lance son chocolat chaud par terre, puis il devient très menaçant. On le voit littéralement se transformer. Puis pour la première fois, on commence à comprendre qu'il est capable d'une grande agressivité, Jamie, qui est donc fort probablement capable aussi de violence. La psy propose une pause, le temps d'aller chercher un thé. Puis là, Jamie va s'excuser de s'être emporté, puis il va lui demander pour un chocolat chaud parce qu'il vient justement de garrocher le sien par terre. Puis là, la psy, contre toute attente, va répondre « Ben oui, bien sûr, aucun problème, je vais t'en rapporter un. » Ce moment-là, il est fascinant parce que par ce petit geste simple-là, elle va lui montrer que la relation n'est pas en péril malgré son comportement, son éclat de colère. Jamie, lui, est vraiment étonné. Là. Il va dire « Hein, mais vous êtes sûr? Vous n'êtes pas obligé là, de m'en apporter un autre. »
Puis là, finalement, quand elle va revenir, elle réalise qu'elle a oublié le chocolat chaud. Fait qu'elle se lève pour aller lui en chercher un autre. Puis 2 choses importantes vont se passer à ce moment-là. Jamie va dire « Ah, non, non, là, c'est correct. Assis-toi, je t'ai crié dessus, je le mérite pas. » On comprend donc, encore une fois, que c'est probablement dans ce genre d'éducation-là que Jamie a grandi. La carotte, le bâton, c'est-à-dire d'être élevé à travers des punitions, des récompenses, dans une logique où on doit mériter des gestes de bienveillance. Hein? Et on le sait, ces approches-là viennent dégrader la relation de confiance et d'attachement. Puis, au moment où elle sort pour aller lui chercher le chocolat chaud, il va dire « Non, non, restez là, s'il vous plaît. » Fait qu'on sent aussi toute son anxiété de séparation. L'idée de se retrouver seul dans cette petite pièce-là, encore une fois, c'est absolument insupportable pour lui. Il préfère vraiment que la psy reste plutôt que d'avoir un petit chocolat chaud. Donc, comme la psy réussit à rester dans cette posture d'alpha bienveillant-là, qu'elle est calme, aimante, elle montre jamais de panique intérieure, ben Jamie, justement, se sent en confiance, puis finalement, il va s'ouvrir et va se mettre à lui raconter ce qui s'est réellement passé. On comprend que Cathy a été victime d'un acte de porno-divulgation, qu'elle avait envoyé une photo d'elle, seins nus, à un garçon de sa classe qui lui avait demandé ça. La photo s'est retrouvée partout sur Snapchat et donc tout le monde se moquait d'elle. Jamie, lui, il a profité de ce moment-là pour lui proposer de sortir avec lui, pensant que comme elle était à son plus bas, à son plus vulnérable, qu'elle pourrait sûrement pas le refuser. On comprend donc que Jamie s'est appuyé sur la règle, la loi des 80-20% de Andrew Tate, dont on a parlé plus tôt. Mais Cathy, elle lui a simplement répondu qu'elle n'était pas si désespérée que ça. Fait qu'elle l'a complètement rejeté. Puis après cet épisode-là, elle l'a traité d'incel sur Instagram, de célibataire non désiré, en ajoutant un emoji d'haricot. Après ce court échange-là, Jamie va s'échapper, puis enfin, il va avouer son crime, mais sans le vouloir. Puis là, il réalise son erreur, fait que là, il panique, il explose. Et là, on voit apparaître devant nous une imitation parfaite d'un espèce de mâle alpha toxique à la tête, une imitation qui est vraiment troublante. Et ça, je trouve ça super pertinent parce que justement, on voit que l'attachement là, va pousser les jeunes à imiter les gens de qui ils sont attachés. Donc, de s'intéresser au comportement d'un enfant, ça nous donne beaucoup d'indices sur qui sont ces figures d'attachement principales. Il réalise finalement la coche qui vient encore de péter. Fait que là, il se calme, parce que là, il a peur que sa psy, elle se lève et elle s'en aille. Fait que là, finalement, Jamie continue de s'ouvrir. Puis là, on apprend que lui, Tommy et Ryan, ils étaient victimes d'intimidation, comme je l'ai mentionné plus tôt. Les autres élèves leur crachaient dessus, les frappaient, les humiliaient. Fait que quand Cathy, elle a rejeté puis qu'elle l'a humilié, ça a vraiment été la goutte de trop. Il s'est retrouvé face à une vulnérabilité qui était absolument insoutenable. Toutes les émotions que ça a générées, il n'y avait nulle part où les déverser. Il ne savait pas comment gérer ça. Alors, ça a sorti dans un geste d'agressivité et d'immaturité ultime puis inimaginable. Fait que la psy avait absolument tout ce dont elle avait besoin. Donc, elle lui a annoncé que c'était leur dernière session puis que leur parcours ensemble était terminé. Puis là, c'est tellement déchirant parce qu'on voit que Jamie panique complètement. Puis là, il dit, vous allez revenir me voir. Puis là, la psy, elle lui explique que ce ne sera pas possible. Puis on voit dans son visage à quel point là, Jamie se sent trahi. Là. C'est vraiment difficile à regarder, honnêtement. Puis là, il va se vulnérabiliser dans un geste de désespoir ultime. Il va lui demander « Mais est-ce que vous m'aimiez? » Puis là, on voit qu'elle est déchirée parce qu'elle tient quand même à lui dire la vérité. Et là,
elle va lui dire, j'étais ici en tant que professionnelle. Elle va comme pas vraiment lui répondre, j'étais ici en tant que professionnelle, je t'évaluais en tant que spécialiste. Et là, Jamie panique, on voit du dégoût, il va se mettre à se débattre à travers les bras du gardien qui essaie de le sortir. Puis il va crier, moi, je vous aimais bien. Moi, je vous aimais bien. Puis il va continuer d'insister parce qu'il veut absolument savoir si elle l'aimait un peu. Il veut savoir qu'est-ce qu'elle pense de lui. Hein? On voit vraiment à quel point il s'est attaché à elle. Puis encore une fois, son attachement mature, bienveillant, va lui échapper. Et encore une fois, il va se retrouver seul face à ce vide d'attachement-là. Il nous reste un épisode. On lâche pas. C'est long, mais c'est intéressant. OK. Dernier épisode, on se concentre sur la thématique de la famille. On plonge dans une journée avec la famille de Jamie plusieurs mois après son arrestation, juste avant son procès. C'est l'anniversaire du père de Jamie, Eddie. On découvre rapidement une belle complicité entre lui et sa femme. Ils semblent vraiment très amoureux. Puis on comprend donc que Jamie, il vient d'une famille qui est aimante. Je pense qu'on a tous et toutes la curiosité de savoir, est-ce que sa famille est saine? Est-ce que ses parents sont fous? C'est-tu sa famille qui a fait en sorte que Jamie s'est ramassé dans cette situation-là? Puis là, Eddie, il est assis à la table, puis il va ouvrir ses cartes d'anniversaire. Puis il y en a une qui vient de Jamie. Il a fait un super beau portrait de lui. Puis là, son père va se rappeler à quel point son fils était doué pour le dessin, à quel point il tripait. Mais comment, un jour, il a tout laissé tomber pour troquer ça pour un ordinateur. Lisa, la grande sœur de Jamie, elle va débarquer à ce moment-là pour alerter sa famille. Il y a un tag sur la vanne de son père, un graffiti donc, qui l'accuse d'être un pédophile. Ça fait tout de suite écho au premier épisode où le sergent va évoquer la possibilité que Jamie ait peut-être fait ça parce que son père l'aurait abusé. La mère de Jamie, complètement dépassée, va ramener un sujet qui semble avoir été abordé encore et encore dans les derniers mois. Est-ce qu'on devrait déménager? Mais son mari, lui, est complètement catégorique. On n'a rien fait de mal. C'est pas de notre faute. Il est absolument hors de question qu'on déménage. Encore une fois, on réouvre la question de la responsabilité parentale dans ce genre de drame-là. Pendant ce temps-là, la caméra, elle va suivre Lisa, la sœur de Jamie, qui va monter dans sa chambre pendant qu'elle est en train de texter. Puis tout de suite, on va se demander, puis elle va comment, elle? Est-ce qu'elle vit aussi de la détresse? Est-ce qu'elle vit de l'isolement? Est-ce qu'elle ne pourrait pas finir un peu comme son frère Jamie? Mais super vite, on est interrompu dans nos questionnements par sa mère qui vient s'asseoir à côté d'elle, curieuse, puis qui va lui demander « Hey, avec qui tu textes? » Puis Lisa, elle va répondre « Ah, avec mon copain Billy. » Puis, tu sais, elle refuse de lui en dire plus pour l'instant, mais on sent quand même qu'il y a une ambiance d'ouverture puis de chaleur entre la mère puis sa fille. Ils vont décider d'aller à la quincaillerie pour trouver de quoi nettoyer le tag sur la vanne. Puis en route, on a accès à leur dynamique familiale, donc qui est beaucoup d'humour, de complicité, de jeu. Lisa, elle semble avoir vraiment une bonne relation avec ses parents. Ils se rendent compte, par contre, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de sortie de famille ensemble. Pendant la route, ils vont mettre de la musique et ça va leur évoquer un souvenir, leur tout premier baiser alors qu'ils avaient 13 ans, l'âge de Jamie. Ils racontent que c'était lors d'une soirée dansante organisée par les profs. Et là, personne n'osait aller danser sur la piste de danse. Donc, le père de Jamie raconte qu'il s'est un peu sacrifié pour être le premier à se lancer sur la piste. Et là, il explique qu'il y avait une perruque rose puis des souliers de bowling. Puis en fait, on sent vraiment qu'il n'avait pas peur du ridicule. Puis on sent aussi qu'il était comme capable de conserver son individualité. Ça, c'est quelque chose de super important. Si vous sentez que votre ado veut un peu trop être comme les autres et qu'il n'est pas capable d'afficher sa propre personnalité, ça peut vraiment être un drapeau rouge assez important parce que l'adolescence, ça sert à ça aussi, ça sert à s'individuer.
Ce qu'on veut, c'est accompagner nos jeunes à être leur propre personne. Et là, on sent que Eddie, lui, à l'époque, il a quand même encore l'espace de faire ça. En tout cas, il a osé, là, ça, c'est sûr. Donc, afficher son style comme ça, c'est aussi d'être un peu vulnérable, puis d'aller sur la piste de danse le premier pour se mouiller, se ridiculiser un peu. Ça n'avait pas l'air d'être tant un problème pour lui. Et là, il va ajouter quelque chose de vraiment clé. Il va dire, mais moi, je l'ai fait pour aider mon prof. Parce que c'est mon prof qui avait organisé ça, puis là, personne se mouillait. Puis tu sais, c'était vraiment un bon prof, là. Donc, on comprend que son attachement à son enseignant était assez bon. Puis c'est probablement ça aussi qui l'a aidé à dépasser sa peur du ridicule. Il voulait être bon pour son prof. C'était ça qui était plus important dans l'instant. Puis, en arrivant à la quincaillerie, les parents vont rire entre eux. Puis là, Lisa, elle va être un peu gênée quand même, un peu honte de ses parents, mais elle reste quand même avec eux. Puis, tu vois qu'elle se colle sur eux. Fait que c'est pas... on n'est pas dans une version extrême de ça. Tu sais, c'est vraiment doux. Puis le petit détail, elle va lancer « Ah, vous êtes tellement immatures, vous deux vrais enfants. » Elle leur dit ça parce qu'ils sont en train de rire puis de jouer, mais je trouve que ça soulève quand même la question de l'immaturité affective des parents qui flotte un peu dans l'air. Puis, ça sera pas long qu'on va faire face à cette immaturité-là dans la scène suivante. En sortant de la quincaillerie, il va apercevoir les deux jeunes qui ont vandalisé sa vanne en écrivant « pédophile » dessus. Et là, il va se garrocher sur eux, il va les pitcher à terre, il va prendre leur vélo, il va les garrocher, puis il va crier « Riez pas de moi !» Puis là, à ce moment-là, on voit vraiment que finalement, lui aussi, il y en a une partie blessée, qui a probablement été lui aussi, justement, le produit du début là, du phénomène d'orientation par les pairs. Que malgré les années, il porte encore en lui une forme d'humiliation, on dirait, de cette époque-là. Donc oui, on fait face à son immaturité affective, à sa difficulté à gérer ses émotions inconfortables et qui a peut-être, fort probablement, joué un rôle dans son incapacité à accompagner Jamie à travers ses émotions inconfortables à lui et qui lui a donné aussi certainement un modèle d'agressivité. Mais j'apprécie beaucoup la dichotomie du fait que Eddie, c'est vraiment un bon gars, hein? Puis en même temps, oui, il est agressif, puis il y a de l'immaturité. Et donc, on sort d'une vision manichéenne qui, pour moi, peut être vraiment nuisible. On peut être gentil et être bien intentionné et être agressif à la fois. Puis c'est aidant de le reconnaître, ça, parce qu'il n'y a personne qui veut s'identifier à quelqu'un de méchant. Mais je pense que certains parents pourraient voir ça et se dire « oui, moi aussi j'ai un bon fond, mais ouais, j'ai peut-être besoin d'aide là, pour gérer mes émotions. » Sur le chemin du retour, l'ambiance est déjà très lourde, mais là, Eddie va recevoir un appel. C'est Jamie qui veut souhaiter un joyeux anniversaire à son père, puis qui va lui annoncer qu'il va plaider coupable à son procès. C'est vraiment le coup de grâce pour les parents. Au retour à la maison, ils vont juste craquer ensemble dans leur chambre. Puis à travers une scène qui est hautement émotive, là, ils vont oser enfin dire ce qu'ils n'avaient jamais osé dire tout haut. Il y avait des signes avant-coureurs. Mais oui, Jamie, il quittait jamais sa chambre. Dès qu'il rentrait à la maison, il claquait la porte de sa chambre, il s'enfermait, il était toujours sur son ordi jusqu'aux petites heures du matin. D'une certaine façon, ses parents le pensaient en sécurité parce qu'ils disaient qu'il est plus en sécurité dans sa chambre que s'il traînait dehors n'importe où. Puis ses parents vont finalement adresser la question qui évitait « Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? » Puis sa mère a dit « Je pense que la chose qui pourrait nous faire du bien, c'est de reconnaître qu'on aurait pu faire quelque chose, qu'on aurait pu faire un peu mieux. On aurait dû mettre plus de limites. » Puis tout de suite, là, Eddie va rétorquer « Mais c'est pas notre faute là, qu'elle a dit Jenny, qui semble être leur psychologue. » Mais là, tranquillement, il s'ouvre à la possibilité qu'ils ont sûrement une part de responsabilité dans l'affaire.
Là, son père va s'ouvrir, il va avouer qu'il travaillait trop. C'est vraiment un échange qui est super bouleversant à regarder, mais qui est tellement bien fait, tellement touchant. Puis là, Lisa va entrer dans la chambre. Puis là, la question, elle va ressurgir. Pourquoi elle va bien de bord? Même le père va le demander. Il va dire à sa femme, « Mais comment on a fait avec Lisa? Comment on a fait avec notre fille? » Puis sa conjointe, elle va juste rétorquer, « la même chose qu'avec lui. » Et c'est là où on réalise que le grand drame, ce n'est pas nécessairement simplement le fait que les parents n'ont rien fait, mais c'est aussi le fait qu'ils n'avaient plus cet espace d'influence-là dans la vie de leur fils. Ce n'était plus eux, la figure d'attachement principale. La dernière scène, oh my God, absolument renversante. Le père de Jamie va rentrer dans la chambre de son fils. Et là, justement, on va voir son ordinateur, l'objet qu'il a éloigné de ses parents, de ses passions, qu'il a enfermé dans la culture d'orientation par les pères. On réalise, c'est à travers cet objet-là qu'il a vécu, justement, toutes ses blessures en lien avec ses collègues de classe. Puis c'est aussi à travers cet ordinateur-là qu'il y a eu accès à des mentors, entre gros guillemets, immatures, comme Tate. Mais encore une fois, autour de cet ordi-là, il y a un décor super enfantin. Parce que oui, Jamie, c'était encore un enfant. Un enfant qui avait encore besoin de ses parents. Son père, dans une émotion absolument déchirante, va prendre l'ourson de son fils qui repose sur son lit, puis il va le border, comme si c'était son propre fils. Il va lui donner un bec sur le front, puis il va dire « Je suis désolé, mon fils. J'aurais dû faire mieux. » Les parents de Jamie ne sont pas coupables, mais ils sont certainement en partie responsables de ce qui est arrivé à leur fils. Certes, quand on n'est pas conscient de cette dynamique-là, ça devient vraiment difficile de prendre action. Et c'est pourquoi la série est aussi pertinente et c'est pourquoi il faut continuer à parler de ce phénomène-là. Bref, on a fini par normaliser des affaires qui sont pas naturelles pantoute chez les ados, puis qui honnêtement leur font beaucoup plus de tort que de bien. Des affaires qui peuvent même mener à des drames, comme ce qui est arrivé à Jamie, à Katie. Puis c'est pas juste un cas isolé. On parle d'un phénomène qui prend de l'ampleur, puis on dirait qu'on regarde un peu ailleurs en se disant que c'est justement normal, naturel. Le problème, là, c'est pas que les ados aient des amis. L'amitié, c'est précieux. Mais quand leurs amis deviennent leur seule vraie référence, leur pilier émotionnel principal, c'est là que ça dérape. Les parents doivent rester la base. Parce qu'il faut être honnête, un ado, aussi bien intentionné qu'il soit, n'a pas les épaules pour porter la vulnérabilité d'un autre jeune. Si ça vous parle, si ça vous a brassé un peu, partagez cet épisode-là. Parce que c'est pas juste votre enfant qui vit ça, c'est une tendance de société. Plus on va être nombreux à comprendre ce qui se passe, plus on va être en mesure de ramener nos jeunes à la bonne place dans des relations qui les sécurisent vraiment. Puis si vous sentez que le lien avec votre enfant est en train de vous glisser entre les doigts, que vous avez l'impression qu'il se tourne plus vers ses amis que vers vous, attendez pas que ça s'aggrave. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. On va creuser ensemble pour comprendre pourquoi votre enfant a dû chercher son attachement ailleurs. Puis surtout, comment on peut rétablir ce lien essentiel-là, parce que oui, il y a des choses qui peuvent être faites. Au bout du compte, c'est vous, les parents, qui avez la vraie capacité de les protéger à travers les tempêtes qu'ils vont rencontrer. Puis ça, c'est pas une question d'avoir la bonne technique, la bonne approche, c'est une question de connexion, de relation. Parce qu'un enfant qui est bien attaché, c'est un enfant qui est outillé pour faire face à la vie. Merci d'avoir été là.
je tiens à vous nommer que je vais prendre une petite pause du podcast dans les prochaines semaines parce que, mine de rien, j'ai beaucoup de suivi avec des familles, j'ai des conférences à préparer, mais n'ayez crainte, on va se retrouver dans quelques temps. Soyez-en rassurés. Donc, je vais vous tenir au parfum. Je vous souhaite un joyeux printemps. Les Émergents, c'est une émission produite et animée par moi-même, Elisabeth Dufresne. Notre musique originale est signée Étienne Dufresne et l'illustration de couverture est l'œuvre de la talentueuse Florence Rivet. Si tu as apprécié cet épisode-là, n'hésite pas à me soutenir en m'envoyant une pluie d'étoiles sur Apple Podcast ou en laissant un commentaire sur Spotify, YouTube ou ailleurs. Abonne-toi aussi. Puis surtout, partage l'épisode. Ça fait vraiment toute la différence. Tu peux me taguer aussi en story Elisabeth.Dufresne. C'est vraiment une belle façon de me montrer ton soutien et de faire rayonner l'initiative. À bientôt!